Super. Alors, je m'appelle toujours Françoise Vernet, je suis toujours présidente de Terre Humanisme. Je récupère un petit jeton, très bien. Moi qui l'ai perdu. Alors, le deuxième échange de l'après-midi est autour de la question de la souveraineté alimentaire, parce que j'avais très envie qu'on en parle. Et l'intitulé, c'était « Souveraineté alimentaire, de quoi parlons-nous ?» Parce qu'il est vrai que nous pouvons être perdus. Alors, à mes côtés, au bout, Noé Guiraud, géographe et membre des Greniers d'Abondance, tu me diras ce que c'est tout à l'heure. Juste à côté de lui, Jacques Capla, agronome, ethnologue, auteur conférencier, ami de longue date. On rigolait hier parce qu'il a failli être en retard, et en fait, il est très peu en retard, et les chaque fois où il ne peut pas venir, c'est à cause de moi. Enfin, c'est quelque chose que j'organise en général. Voilà, mais tu es là, Jacques, parce que Jacques est la personne après moi qui vient du plus loin, il vient du fin fond de la Bretagne. Voilà, et donc on est très content que tu aies bravé les retards de la SNCF pour être avec nous. Et Benjamin Durier, qui est donc directeur de la Fédération nationale Terre de Liens. Alors, ce que je vous propose, c'est que pour commencer, j'ai envie de revenir un tout petit peu aux bases. Et les bases, c'est quoi? C'est que la souveraineté alimentaire, elle a été définie à un moment donné. Elle a été définie notamment par Via Campesina, et j'ai à cœur de vous relire ce que ça revêtait à l'époque, sachant qu'il ne vous a pas échappé que notre ministère de l'Agriculture est aussi le ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire, ce qui quand même promet énormément sur ce qui va nous arriver. Alors, la souveraineté alimentaire désigne le droit des populations, de leurs États ou unions, à définir leur politique agricole et alimentaire sans dumping vis-à-vis des pays tiers. La souveraineté alimentaire inclut, j'ai un peu édulcoré parce que sinon ce serait un peu long, la priorité donnée à la production agricole locale pour nourrir la population, l'accès des paysans et paysannes et des sans-terre à la terre, à l'eau, aux semences, au crédit, le droit des paysans et paysannes à produire des aliments et le droit des consommateurs à pouvoir décider ce qu'ils veulent consommer et qui et comment le produit, le droit des États à se protéger des importations agricoles et alimentaires à trop bas prix, des prix agricoles liés aux coûts de production, la participation des populations au choix de politique agricole et enfin, la reconnaissance des droits des paysannes qui jouent un rôle majeur dans la production agricole et l'alimentation. Et donc le concept de souveraineté alimentaire a été développé par Via Campesina et porté au débat public à l'occasion du Sommet mondial de l'alimentation en 1996 et présente une alternative aux politiques néolibérales. Voilà. Je propose qu'on commence, Jacques, par peut-être une petite explication de ce que la souveraineté alimentaire revêt sous l'angle de l'autonomie agricole. Alors, les micros sont derrière vous, messieurs, il faut vous en emparer et garder votre micro. Voilà. Donc bonjour tout le monde. Si tu es d'accord. Oui, il n'y a pas de problème. Je pensais parler du hockey subaquatique, mais je pense que ça ne serait pas trop d'actualité. Donc effectivement, moi j'aime bien aborder la question de la souveraineté alimentaire sous l'angle de l'autonomie agronomique. C'est-à-dire que dans mes travaux d'agronome, quand j'ai commencé à travailler, parce que j'ai d'abord travaillé comme technicien en agriculture conventionnelle avant de travailler sur l'agriculture bio, et un des points qui m'a frappé dans la transition que doit faire un agriculteur qui veut passer à l'agroécologie ou à la bio, c'est la nécessité de développer son autonomie. Et c'est toujours hyper important, et dans la citation que tu as lue tout à l'heure de Pierre sur l'agroécologie, il évoque l'autonomie, c'est pas l'autarcie. Et on confond souvent les deux. C'est-à-dire que l'autarcie, c'est être fermé sur soi-même. L'autonomie, c'est être maître de ses choix. Quand on dit qu'on veut élever un enfant de façon à le rendre autonome, c'est pas pour lui apprendre à vivre dans une cabane isolée au milieu des bois. C'est bien pour lui apprendre à vivre en société, mais à être maître de ses choix. Et l'autonomie en agriculture, c'est fondamental. Et c'est aussi bien au niveau économique, c'est-à-dire ne pas dépendre, par exemple, l'agriculture française dépend de l'azote. Énormément d'azote. 2,5 millions de tonnes d'azote importées tous les ans, un tout petit peu fabriqué, mais essentiellement importé. L'azote est fabriqué à partir du gaz, essentiellement russe et kazakh. Comment est-ce qu'on fait quand il y a une guerre qui implique la Russie? On est embêté. Donc quand l'Azerbaïdjan attaque le Haut-Karabakh et fait une épuration ethnique au Haut-Karabakh récemment, la France ne dit rien. Pourquoi? Parce que l'alternative au gaz russe, c'est le gaz kazakh qui passe par l'Azerbaïdjan. Donc il ne faut pas embêter l'Azerbaïdjan. Donc l'autonomie, l'absence d'autonomie, vous voyez, au genre de compromission
auxquelles ça mène, les genres de compromission auxquels ça mène. Et l'autonomie, c'est aussi l'autonomie technique, c'est-à-dire pouvoir changer de choix technique. Après, c'est aussi évidemment l'autonomie commerciale. Si on a un seul débouché, on dépend du bon vouloir du débouché. Quand on en a plusieurs, on est plus libre, etc. Et toutes ces dimensions-là, qu'on a beaucoup développées dans le conseil aux agriculteurs, en fait, si on monte d'un cran, ce que j'ai fait un peu avec l'exemple du gaz dont dépend la France, j'aurais pu citer aussi, bien sûr, l'alimentation du bétail, etc. Quand on monte d'un cran, on tombe sur, finalement, la souveraineté alimentaire. C'est-à-dire, c'est à l'échelle collective, à l'échelle d'un territoire, d'une société, d'une agriculture, puisqu'en fait, l'agriculture, c'est la relation entre une société et un territoire. Comment est-ce qu'on assure l'autonomie? Et ça peut être à l'échelle d'une région, comme la Bretagne. Ça peut être à l'échelle d'un pays. Ça peut être à l'échelle d'une région géographique. Je ne sais plus comment, il y a un terme utilisé par l'ONU pour ça. Enfin, en fait, je crois que c'est région géographique, mais en français, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest, par exemple. Ça peut être une grande région. L'Europe, l'Union européenne, l'Afrique de l'Ouest, voilà, ça peut être à cette échelle-là que ça se définit. Et souvent, c'est une combinaison de ces différentes échelles. Mais ça peut être aussi l'échelle d'un village. En tout cas, c'est permettre à une société d'avoir cette liberté de choix. Et donc, c'est une notion éminemment sociale. Puisqu'il faut d'abord définir de qui on parle. Qui doit être maître de ses choix. Et comment elle s'organise pour être maître de ses choix. Et en fait, on est à l'opposé du souverainisme qui est quelquefois sous-entendu. Moi, je me rends compte que beaucoup de gens croient que souveraineté alimentaire, ça renvoie finalement à l'idée de repli sur soi, de souverainisme, de fermeture des frontières, etc. Et attention, c'est ce que Marc Fesneau veut en faire. Sa définition à lui de la souveraineté alimentaire, c'est un mélange de la définition de la sécurité alimentaire, c'est-à-dire comment assurer que la population ait accès à de la nourriture, et d'une vision souverainiste, y compris en disant on va se protéger des importations, par contre on va exporter et emmerder les autres, quoi. Et tu l'as bien rappelé, la définition d'origine, il y a bien ne pas porter tort aux autres populations extérieures. Et donc, voilà. Donc la souveraineté alimentaire, c'est la définition de Via Campesina, enfin pour moi, c'est la seule qui fasse foi, ne serait-ce que parce qu'elle est définie, y compris à l'ONU maintenant, depuis qu'elle a été portée à l'ONU par la Via Campesina, elle a été intégrée dans l'UNDROP, la déclaration des Nations Unies sur le droit des paysans. Et donc aujourd'hui, on devrait pouvoir dire à Fesneau, je suis désolé, mais ta définition, elle est juste illégale au regard du droit international. C'est ce qu'on essaye de faire. Mais bon, on n'a pas beaucoup d'impact. Merci Jacques. Benjamin, est-ce que tu peux déjà nous rappeler ce que fait Terre de Liens depuis 20 ans? Parce que je ne suis pas persuadée. J'ai ce matin salué l'entrée de Terre de Liens dans les membres qui bénéficient du livret et de la carte Agir depuis 2022. Et d'ailleurs, vous avez eu plein d'argent en 2023. Je suis très heureuse pour Terre de Liens. Mais peut-être rappeler ce que fait Terre de Liens, et puis après, je te poserai une question. Merci de faire de la pub, alors. Et je cherche un job associatif bénévole très engagé. Ah, t'as l'air de t'ennuyer. Donc, Terre de Liens existe pour faciliter l'accès à la terre à des personnes qui se destinent à devenir agriculteurs ou agricultrices. Parce qu'aujourd'hui, s'installer en agriculture bio, c'est devenu un véritable parcours du combattant. Et donc, Terre de Liens va faciliter cette installation en l'accompagnant, et notamment par deux actions en achetant des fermes, et donc en les mettant à bail, en les louant à des personnes pour qu'elles puissent donc effectivement pratiquer ce métier. Et tout cela, on le fait en mobilisant des citoyens. Donc j'étais très intéressé par la table ronde précédente, parce que pour nous, la dimension d'éducation populaire et de mobilisation des citoyens est fondamentale. Donc voilà aujourd'hui ce qu'on fait depuis 20 ans, parce que donc l'accès à la terre est difficile principalement pour deux raisons. Ça coûte cher. Le prix à l'hectare, donc un hectare c'est un terrain de foot, pour simplifier, donc 10 000 m², et puis l'euro commence bientôt. Et donc un hectare, ça coûte en moyenne aujourd'hui 6 100 euros. Ça dépend évidemment si vous êtes dans le Bordelais, si vous êtes en Champagne, on dépasse le million, ou si vous êtes perdu dans la campagne de zones plutôt en déprise. Donc, il y a le en Lozère. Oui, par exemple. Et plus on est proche d'une ville, plus le prix monte.
Donc il y a le coût de la terre. Et le deuxième énorme obstacle, c'est la circulation de l'information. Aujourd'hui, il faut savoir que 2/3 des personnes qui s'installent ne sont pas issues du milieu agricole. On a plutôt un phénomène où les enfants, donc fils ou filles d'agriculteurs, d'agricultrices, sont plutôt presque découragés par leurs parents de s'installer, liés à la question des revenus, la pénibilité, enfin voilà, confère la crise agricole et les discours qui peuvent être tenus. Et de l'autre côté, on a une population en quête de sens, qui a envie de faire des projets qui sont nourriciers d'un point de vue alimentaire, mais également d'un point de vue culturel, territorial, etc. Et donc ces personnes-là, n'étant pas du milieu agricole, ne connaissent pas, ne peuvent pas avoir l'information de telle terre est à vendre, telle terre est à louer. C'est quelque chose qui est extrêmement fermé. On se permet même de parler parfois de mafia agricole, parce que finalement, ça va vraiment, je te rends un service, je te prête, tu peux avoir cette terre-là, mais par contre, dans quelques années, toi, tu pars en retraite, moi, je vais récupérer. Et donc, on assiste à un phénomène de concentration des terres. Dans les années 50, une ferme en France, c'était 15 hectares en moyenne, donc 15 terrains de foot. Aujourd'hui, en 2020, 70. Donc vous voyez, et ça, c'est des moyennes. Donc ça veut dire qu'on en a qui sont beaucoup plus grosses, comme on en a qui sont beaucoup plus petites. Quand on fait de l'escargot ou de la plante aromatique, on n'a pas besoin des mêmes surfaces. Mais cette notion d'information est quelque chose, est un obstacle majeur. Et rajouter à ça, quand on n'est pas du territoire, eh bien, les agriculteurs et agricultrices en place ne vont pas faire confiance à quelqu'un, ne vont pas souhaiter lui céder, surtout s'il arrive avec des projets ou elle arrive avec des projets en bio, circuits courts, qui viennent en fait remettre en question ce que les agriculteurs et agricultrices historiques sont en train de pratiquer. Et donc, il va y avoir en quelque sorte une discrimination à l'entrée, et donc la personne ne pourra pas accéder à ça. Et même une fois qu'elle a l'information, il faut passer les épreuves liées à la SAFER. Donc, c'est des sociétés qui ont un droit de préemption. Donc, elles ont une mission de service public. Hein, et ça, on défend les SAFER à Terre de Liens, parce que ça pourrait être encore pire comme situation de concentration foncière. Donc, on est plutôt les mieux lotis en Europe, mais on a des grosses problématiques. Et donc, dans ces comités techniques d'attribution au niveau des SAFER, eh bien, évidemment, quelqu'un qui n'est pas connu va pas forcément être attributaire, va pas pouvoir se positionner sur la terre alors qu'il a un projet tout à fait intéressant, pertinent. Et donc, au final, il y a une difficulté au renouvellement de génération. Et autre chiffre, on est passé donc, en France de 30% de la population active qui était dans l'agriculture dans les années 50 à moins de 1,5, 2 aujourd'hui. Et donc, et pourtant, et on a perdu 22% de terres agricoles. Aujourd'hui, 1 hectare sur 2 est de la terre agricole en France. 50% de notre territoire est agricole, donc on est effectivement une puissance agricole, on a une capacité, mais avec de moins en moins de personnes. Donc vous imaginez bien, qu'est-ce qui a permis ça? C'est l'énergie, dont Jacques parlait juste avant, c'est le pétrole, c'est la mécanisation, donc on a des fermes beaucoup plus capitalisées. Et en moyenne aussi, pour acheter une ferme, pour donner aussi un chiffre du coût, pas que à l'hectare, mais d'une ferme, le bâti et la terre, ça dépend bien sûr du type d'agriculture, si on fait de l'élevage et tout ça, mais on va simplifier, ça coûte 1,5 million d'euros. Et un agriculteur ou une agricultrice, tout au long de sa carrière d'agriculteur ou d'agricultrice, aura énormément de difficultés en fait à rembourser, s'il doit l'emprunter, cette somme, avec ses seuls revenus liés à son travail. Donc en fait, l'espoir qu'il peut mettre, s'il achète la terre, c'est qu'elle prenne de la valeur, donc qu'il fasse finalement une spéculation, et qu'il attende sa fin de carrière pour la revendre plus cher que ce qu'il l'a acheté, et c'est ça qui lui paiera finalement sa retraite et qui permettra de rembourser. Et donc on a vraiment une difficulté, et donc à Terre de Liens, nous on veut mettre un coup d'arrêt. Alors on le fait de manière assez modeste, hein. On a aujourd'hui 11 ou 12 000 hectares qu'on a pu acquérir depuis 2007. On a commencé véritablement à acheter des terres, et donc nous, notre engagement, c'est de ne jamais revendre. Donc en fait, c'est sortir la terre de la spéculation et d'en faire un bien commun. Voilà. Donc clairement, on comprend que l'accès à la terre fait extrêmement partie de la notion de souveraineté alimentaire. Noé, on va basculer sur les greniers d'abondance. Peut-être nous expliquer ce que sont les greniers d'abondance, et puis est-ce qu'on parle de souveraineté alimentaire aux greniers d'abondance ? Oui, bonjour à tous, je suis ravi d'être là. Effectivement, alors les greniers d'abondance, c'est une association
nationale qui parle beaucoup de résilience alimentaire, mais on va voir qu'il y a du lien avec la souveraineté alimentaire. On va dire que pour faire court, le propos de l'association, c'est de faire un état des connaissances sur notre système alimentaire national et de montrer à quel point ce système alimentaire est défaillant à plus d'un titre, mais surtout lorsqu'on regarde la mission première que doit être celui d'un système alimentaire, c'est-à-dire nourrir la population. Sachant qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'on est dans une situation d'abondance de l'offre alimentaire dans notre société, avec des coûts de production extrêmement bas. Pourtant, c'est plus de 5 millions d'habitants qui vont à l'aide alimentaire de façon régulière. C'est un quart des Français qui se restreignent financièrement pour avoir accès à l'alimentation. Et donc, ne serait-ce qu'en présentant simplement ces quelques faits, on peut conclure qu'il y a un problème. On devrait être en capacité de tous manger correctement et de qualité, vu les conditions dans lesquelles on produit et on organise notre système. Mais par ailleurs, c'est aussi ce qu'on montre à travers nos travaux, c'est que, et en fait on fait de la recension essentiellement d'articles scientifiques et de ce qui se dit dans la communauté scientifique, c'est aussi un système extrêmement vulnérable et qui est vulnérable du point de vue des questions énergétiques, comme elles ont pu être citées par rapport au gaz et aux engrais, mais aussi à la contraction des ressources fossiles en général. Le système alimentaire tel qu'il fonctionne aujourd'hui est extrêmement dépendant au pétrole, tout simplement. On pourrait presque dire qu'on en mange quand même pas mal dans notre assiette. Et ensuite aussi vulnérable vis-à-vis de grands bouleversements que nous connaissons, que sont le changement climatique, la chute de la biodiversité, qui n'est pas un petit problème et qui est très, très important à considérer, puisque ces phénomènes remettent en cause les conditions de production et d'activité qu'on a pour se nourrir. Donc, vis-à-vis de cette situation, d'un système à la fois défaillant et vulnérable, on promeut le besoin de remettre l'alimentation dans l'intérêt général. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la façon dont s'organisent nos activités est extrêmement laissée au système privé, de marché, d'entrepreneuriat, et est très peu régulée finalement. Si ce n'est par la compétence administrative des collectivités pour la restauration collective et la PAC qui propose des aides qui sont un peu, on va dire, les endroits où on va avoir l'engagement de l'État, du gouvernement sur ce sujet-là. Donc en fait, ce que je retiens dans la définition, ce qu'on retient dans la définition de la souveraineté alimentaire, c'est que c'est une question de droit. Et en remettant de l'intérêt général dans la façon dont on s'organise, dans la façon dont on définit les règles du jeu finalement, c'est aussi de donner comme mission à l'activité agricole et aux activités alimentaires de transformation et de distribution cet intérêt général en premier qui est de nourrir les gens avant de faire du profit. Et je crois que c'est peut-être ça aussi dont il faut parler quand on parle de souveraineté alimentaire. On est face à une situation que j'ai décrite pour l'échelle française, mais qui est valable à l'échelle mondiale. C'est d'un marché mondialisé, globalisé même, on pourrait dire, qui a extrêmement déstructuré les systèmes agraires traditionnels. Pour faire le lien avec le foncier, par exemple, les situations du foncier, alors par exemple en Amérique latine, on peut prendre l'exemple du Mexique, avec une concentration foncière très forte, est un des arguments qui font qu'on perd du contrôle. Et cumulé à d'autres effets, comme celui de la spéculation sur les marchés agricoles, peuvent conduire à des dérégulations et des problématiques de crise très fortes, comme les émeutes de la faim qu'il y a eu en 2008. Et j'invite tout le monde qui s'intéresse à cette notion de souveraineté alimentaire à retourner lire qu'est-ce qui s'est passé en 2008, avec des crises monumentales, des gens qui meurent, et donc un impact direct en termes d'instabilité, et tout ça lié finalement à une dérégulation mondiale de la façon dont on produit et dont on se nourrit. Donc je crois que ça renvoie à ces différentes questions. Et l'association, en faisant ce constat, propose des voies pour retrouver plus de contrôle,
Donc j'en profite, je fais un peu de pub aussi. Il y a eu 2 publications de l'association. Un premier livre qui s'appelle Vers la résilience alimentaire, qui pose à la fois le constat en beaucoup plus détaillé que ce que j'ai fait, et qui propose des voies de résilience à l'échelle des territoires, en disant que on ne peut pas attendre que des instances, par exemple européennes ou par exemple gouvernement national, s'emparent du sujet pour le réguler. On peut commencer à agir à nos échelles, à des échelles locales, et à différents niveaux, que ce soit des questions qui renvoient à de l'eau, à du foncier, à de la transformation alimentaire, à de l'achat, de la protection du foncier, etc. Donc on a des moyens d'action à cette échelle-là, et c'est important de le dire, parce que peut-être l'ennemi de la souveraineté alimentaire, c'est de subir et de croire qu'on ne peut pas justement agir. Donc on en a quelques-uns, si ça intéresse des personnes, je vais le laisser ici pour consultation. Et on a fait un deuxième rapport pour se poser la question finalement des règles du jeu à l'échelle nationale. Pour le dire très rapidement, on s'est demandé finalement pourquoi les transformations qui sont nécessaires à nos modèles agricoles et alimentaires n'adviennent pas ou n'adviennent pas assez vite. Et on a amené ce qu'on appelle la question des verrous, c'est-à-dire de considérer que finalement nos organisations collectives présentent un certain nombre de verrous qui empêchent le changement. Un premier, c'est qu'en fait, on a une extrêmement grande concentration économique des activités. Et cette concentration économique des activités conduit un certain nombre d'entreprises, d'intérêts privés, à avoir beaucoup de pouvoir sur la façon dont fonctionnent nos organisations. Et n'ont donc très peu d'intérêt, finalement, à voir changer les règles du jeu qui leur sont très profitables. C'est assez bête à dire, mais c'est important parce que c'est quand même un gros frein aux transformations. Donc voilà, je le dis rapidement, mais ici vous retrouverez un certain nombre d'éléments qui sont proposés, les verrous qu'on a pu identifier et des propositions pour les lever qui renvoient tous à chaque fois effectivement à retrouver du contrôle, que ce soit du contrôle à l'échelle de nos territoires, de façon collective, des collectifs citoyens par exemple ou communautaires, ou du contrôle aussi, on va dire, légal, au niveau de nos lois, de la régulation, que ce soit au niveau européen ou national. Les choses se complètent finalement et ne doivent pas s'opposer en fait. J'adore le titre Qui veille au grain. Qui veille au grain, parce oui, que mais je pense que quand tu parles justement d'action du politique, quelque part, enfin on va y revenir parce qu'on va parler de la loi d'orientation agricole, mais avant ça, je voudrais qu'on revienne sur la notion de mondialisation et de libre-échange. Je ne sais pas, Jacques, si tu veux peut-être nous éclairer, parce qu'en fait, comme vous êtes hyper compétent dans vos sujets, il faut qu'on arrive à mieux peut-être partager ce qu'on entend par libre-échange, mondialisation, en quoi ça a vraiment foutu le bordel, pour être clair, et en quoi aujourd'hui, quand on parle de souveraineté alimentaire, on ne peut pas exclure le fait qu'on soit dans un système mondialisé, qu'il y ait des libre-échanges, et que donc, en effet, tu parlais tout à l'heure de l'import, export, etc., on est dans un système qui part à sa perte, en fait. Oui, alors il y a énormément de choses à dire. Je pense juste à un point, c'est que peut-être qu'on fasse attention à expliquer de quoi on parle. Parfois, par exemple, la Via Campesina, par exemple, je ne sais plus si ça dit que le représentant français et un des fondateurs de ce syndicat international, c'est la Confédération paysanne. Ça permet de situer un petit peu ce qu'est la Via Campesina. C'est le plus pas grand la coordination rurale. Très drôle. C'est d'ailleurs, je crois, le plus gros syndicat au monde, la Via Campesina. La PAC, la politique agricole commune, les SAFER, c'est des structures qui régulent le foncier. Bon, je vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais voilà. Donc, il faut qu'on fasse attention à ça. Vous levez la main quand c'est trop technique. Alors, sur cette dimension-là, c'est un truc. Enfin, je vais commencer à l'aborder sous un angle qui rejoint ce que tu viens de dire et qui est extrêmement important. C'est que quand j'ai commencé, en fait, quand j'ai écrit mon premier bouquin il y a 12 ans maintenant, l'agriculture biologique pour nourrir l'humanité, mon propos c'était de montrer, puisque je travaillais déjà dans la bio, j'avais moi-même fait ma conversion en tant que technicien puis animateur, j'étais convaincu que la bio pouvait nourrir le monde. Mais tout dépendait de quoi on parlait, donc le but c'est d'expliquer de quoi on parle, c'était ça l'idée du livre. Mais en creusant et en argumentant sur cette thématique, je me suis rendu compte à quel point, parce que je savais déjà un peu quand même, mais à quel point la question de la faim dans le monde n'est absolument pas une question technique. La question de la faim dans le monde est une question économique. Et on voit bien, quand tu viens de citer les gens 5 millions de personnes qui vont aux distributions alimentaires en France,
et ça augmente. Enfin, on est plus près des 10 que des 5. Ah ouais, d'accord. Parce que j'ai regardé les chiffres récemment. C'est monstrueux, quoi. Et clairement, il y a en France, dans les 800 millions, 1 milliard de personnes qui souffrent de la faim, il y en a en France. Alors, ceux qui vont aux banques alimentaires ne sont pas forcément comptés dedans, mais les SDF, oui, forcément. Inversement, au Malawi, pays plus pauvre du monde, il y a des gens qui ne souffrent pas du tout de la faim. Hein. C'est des riches. Et donc, la faim, c'est un problème de richesse uniquement. On produit 1,5 fois ce dont l'humanité a besoin pour se nourrir aujourd'hui. 2022, puis 2023, ont été les années avec le plus d'excédents alimentaires de l'histoire de l'humanité. Donc, on n'avait pas à nous dire qu'on manque d'alimentation aujourd'hui. Aujourd'hui, le problème de la faim, c'est un problème économique. C'est bien qu'il y a un accaparement des richesses. Et si on n'a pas la possibilité d'avoir accès à l'alimentation pour des raisons économiques, eh ben on souffre de la faim. Et le paradoxe, c'est que beaucoup de ceux qui souffrent de la faim dans le monde sont des petits paysans, parce qu'on les a obligés à être dans des systèmes qui ne sont plus rémunérateurs et qui sont plus vivriers. Donc ils ne se nourrissent plus avec leur activité et ils ne gagnent pas assez pour acheter de quoi manger. Alors qu'eux-mêmes font de l'agriculture. C'est complètement fou. Et effectivement, un des éléments qui a amené à ça, alors je vais essayer de le résumer très rapidement, parce que très simplement, mais c'est important à comprendre, c'est que jusqu'en... Je vais attendre 2 secondes quand même. Comme ça, vous prenez votre souffle pour l'explication qui suit. Donc, c'est que, en fait, jusqu'en 1992, l'agriculture ne faisait pas partie des règles du libéralisme imposé au niveau mondial. Et c'est lors des accords de Blair House, dans l'Uruguay Round de ce qui ne s'appelait pas encore l'Organisation mondiale du commerce, qui s'est appelé comme ça à partir de ce moment-là, qu'a été imposé de faire entrer, enfin sous la pression de Thatcher et de Reagan, hein, il faut le dire, il a été imposé que l'agriculture entre dans les règles du libre-échange dérégulé au niveau mondial. Et ça a été vraiment un virage terrifiant. Parce qu'en fait, depuis l'Antiquité, le commerce international alimentaire est un commerce à perte. Parce que ce qu'on échange sur le plan international, depuis la Chine ancienne, depuis les Grecs, les Romains, etc., ce qu'on échange au niveau international, c'est les surplus. Les surplus de l'année, parce qu'on prévoit toujours un peu de marge, et les bonnes années, on a trop, donc on va le vendre. Mais c'est des surplus. Le but, c'est de s'en débarrasser. Donc on vend à perte. Et puis les stocks de sécurité, quand ils deviennent périmés, il faut les renouveler. Il faut les renouveler vite. Donc on les vend à perte. Donc le prix international de l'alimentation, enfin les marchés agricoles internationaux, sont sur des cours à perte. Et depuis 92, en fait 94, quand vraiment ça s'est mis en marche, on est obligé, dans tous les pays du monde, à ce que le marché intérieur s'aligne sur les cours internationaux. Donc on demande aux agriculteurs de vendre leurs produits à perte. C'est intenable. Et ça n'est tenable qu'à un seul prix en France, en Europe, c'est la politique agricole commune. Aux États-Unis, des aides des États-Unis. En Nouvelle-Zélande, des aides de l'État, etc. C'est-à-dire que les pays qui peuvent apporter un soutien arrivent à sauver leur agriculture. Et les autres, ils se débrouillent. Et donc c'est pour ça que, justement, sur cette question de la faim dans le monde et de l'accès des plus pauvres à l'alimentation, finalement, la souveraineté alimentaire, c'est exactement l'inverse du souverainisme et du protectionnisme. Puisque justement, aujourd'hui, le marché international agricole est un marché protectionniste. L'Europe, finalement, a modifié ses mécanismes de protectionnisme, mais a une forme de protectionnisme, ce qui n'est pas une honte. Le problème, c'est qu'elle ne donne pas les moyens aux autres pays d'avoir le même. Et tout l'enjeu de la souveraineté alimentaire, sur ce plan-là, c'est donner aux pays, aux groupes de pays, les moyens d'avoir leurs propres lois, leur contrôle aux frontières, et d'assurer des cours rémunérateurs, enfin des prix rémunérateurs pour les paysans, et inversement, un accès de tous à l'agriculture. Et là, il y a quand même dans tout ce que je viens de dire un aspect qui échappe aux agronomes, qui échappe à nos réseaux. Peut-être les greniers d'abondance un petit peu peuvent travailler là-dessus, mais c'est comment est-ce qu'on fait pour lutter contre la pauvreté? Parce que c'est en soi le problème de fond de la faim dans le monde aujourd'hui. Mais c'est pas un problème technique. C'est pas par les pesticides ou par les engrais qu'on va résoudre le problème de la pauvreté. Au contraire, on renforce la concentration dont il a été question. Donc il faut arrêter la concentration du capital et la concentration de l'économie mondiale dans les mains des multinationales. Il faut au contraire rééclater tout ça pour que la richesse soit créée et diffusée localement. Mais ça, c'est une question politique qui nous dépasse. Enfin, on est impliqué, mais elle nous dépasse. Vas-y Noé, avant que je te taquine sur un autre sujet. Un petit exemple sur
qu'est-ce que ça veut dire de reprendre du contrôle et d'avoir un peu plus de vision aussi sur ce qu'on produit et ce qu'on mange. C'est de juste regarder ce qu'on importe le plus finalement, avec les fruits et légumes, où aujourd'hui en France, c'est un fruit et légume sur 2 qui est importé, sachant qu'on en produit et qu'on en exporte aussi. Donc finalement, il y a une sorte d'absurdité quand on se dit qu'on produit des fruits et légumes a priori pour les manger. Il y a une sorte d'absurdité de voir les balances commerciales à l'échelle nationale. Et on se rend compte à quel point les flux de ces produits ne dépendent plus de cette question-là de manger, mais dépendent plutôt d'intérêts, effectivement, de commerce. Et pour comprendre aussi pourquoi ça a un impact ailleurs dans le monde aujourd'hui, c'est par exemple sur les fruits et légumes bio, des pays qui vont avoir des accords, je pense au Maroc par exemple, avec l'Europe, qui va du coup mettre à disposition énormément de terres, de ressources, d'eau, pour produire ces produits-là avec l'Europe, avec qui ils ont des accords, alors que localement, finalement, ces ressources-là ne sont plus accessibles. Et donc, une fois qu'on a dit ça, j'esquisse un peu rapidement, mais ça peut donner un peu d'idée de se dire, finalement, si on commence déjà par se dire, les fruits et légumes, on peut peut-être les produire chez nous, et diminuer cette balance-là, ça aura des impacts nécessairement sur d'autres régions dans le monde et sur les risques d'instabilité que ça peut créer. Un modèle, une comparaison qui me permet de dire ça, c'est la crise de la tortilla au Mexique, à nouveau dans les années 2008, qui correspond à un faisceau de causes, hein, mais notamment à l'importation de maïs américain en grande quantité sur le marché mexicain et l'incapacité d'un grand nombre de paysans à produire leur maïs du fait de sécheresse, etc. Cet événement-là a complètement dérégulé la production de maïs au Mexique et a eu même des effets sur les variétés produites, avec des variétés perdues. Et donc ça va avoir même des impacts sur la biodiversité cultivée. Et donc là, on voit bien à quel point, en fait, toute cette question-là est une question de l'homme qui coupe la branche sur laquelle il est assis. À travers ces dérégulations-là et ces impacts, on érode nos patrimoines et nos capacités à produire de façon résiliente et à résister aussi aux aléas qui se présentent à nous et aux bouleversements qu'on connaît. C'était pour essayer de donner quelques exemples d'illustrations. Voilà. C'est l'exemple des tomates européennes qui sont vendues au Sénégal sur le marché de Dakar, beaucoup moins cher que les tomates produites localement, etc., etc. Donc on n'a pas parlé non plus des accords CETA et autres. Je ne sais pas qui veut en parler. Non, tu veux pas me dire 2-3 mots sur les accords de libre-échange et le fait qu'on est dans ce mécanisme où en fait on a aujourd'hui géolocalisé des productions. Parce que quand on prend Terre Fertile, par exemple, dont on parlera tout à l'heure, où on peut arriver à voir, moi j'ai regardé dans le Gers hier matin avant de partir, pour me dire là où j'habite, en fait, c'est quoi mon autonomie, etc. etc. En fait, quand tu habites dans la Beauce, comment ils font ces gens-là qui habitent en Eure-et-Loire? Enfin, moi j'habitais pas loin de Chartres. En fait, il n'y a que des céréales. Comment on fait? Quand tu vas dans certains coins de Bretagne, il n'y a que des cochons, quand tu vas, etc., etc. Donc on a quand même tellement sectorisé, donné... voilà, on n'est plus du tout dans cette polyculture élevage dont on a besoin. Comment on sort de ça? Enfin, moi, j'ai une vraie question. J'entends bien le problème. Alors, si tu veux que j'en dise 2 mots. Alors, sur le CETA, sur les accords de libre-échange, j'avoue que je suis pas économiste, hein, même si j'ai abordé le sujet. Je suis obligé de connaître le sujet par rapport aux questions agronomiques. Mais effectivement, je pense qu'un des éléments qui permet, enfin, qui justifie les baisses de prix, c'est la concentration. Et la concentration dans ce qu'on appelle une concentration verticale, c'est-à-dire par thématique, par filière. On va concentrer l'élevage, on va concentrer, même au sein de l'élevage, la production laitière. Les coopératives laitières, elles font que ça. Donc un agriculteur qui fait des vaches laitières, qui a envie de changer d'activité, il n'a pas d'interlocuteur. Il ne connaît que le technicien de la coop laitière. Donc comment est-ce qu'il fait pour changer d'activité? Il est perdu. Donc c'est toute cette spécialisation verticale qui effectivement donne ensuite des territoires spécialisés et qui permet d'avoir un moindre coût de production visible. Enfin, les gains marginaux paraissent bons, mais en fait, si on prend en compte l'environnement, etc., ça marche plus du tout, quoi. Et on a des régions spécialisées. Typiquement, mon père était éleveur de moutons. Objectivement,
l'agneau néo-zélandais est un excellent agneau. Il est élevé en plein air. Ils n'ont pas de prix de coût pour les bâtiments parce qu'ils sont en plein air tout le temps. Mais milieu super tempéré. C'est bon comme animal. Le problème, c'est est-ce que c'est très rationnel d'un point de vue écologique et économique et humain que l'agneau néo-zélandais vienne en France, quoi. Mais ça, c'est une question ensuite de quelle fonction on donne à l'agriculture. Si on est dans une logique mathématique hors sol où on dit c'est produire le plus de porcs possible, le plus de moutons possible, etc., eh ben on va le faire. À la limite, dans certains cas, on va le faire de façon écologique, comme en Nouvelle-Zélande. Au prix de la destruction du milieu naturel néo-zélandais quand même. La Nouvelle-Zélande, je ne sais pas si vous êtes ceux qui connaissent la science-fiction, on parle beaucoup de terraformer des nouvelles planètes en science-fiction. La Nouvelle-Zélande a été en grande partie terraformée, européaformée. C'est-à-dire que la Nouvelle-Zélande n'est plus la Nouvelle-Zélande. C'est devenu l'Europe. On a amené nos espèces végétales, animales, etc. Et c'est assez catastrophique. Mais donc bref, oui, je ne sais plus trop quoi dire. Mais en tout cas, tu renvoyais à la question technique, on va peut-être en parler après, parce qu'après, là, j'aurais beaucoup de choses à dire sur comment on assure l'autonomie technique et les grands enjeux qu'il y a notamment autour des semences que tu as évoquées. Enfin, mais bon, peut-être... Juste Benjamin, une des questions que j'avais, je pense qu'une des solutions, c'est en effet, si à l'échelle d'un territoire, on va être plus autonome ou souverain d'un point de vue alimentaire, c'est justement cette polyculture. Est-ce que toi, dans les gens que vous installez, donc c'est 500 fermes, je crois, aujourd'hui chez Terre de Liens à peu près ? Non, pas encore. On est entre 360 et 400. Bon. Et voilà, est-ce que le souhait de ceux que vous installez, parce que vous êtes très regardant, je sais, sur ceux que vous installez, parce que l'idée, c'est pas d'emmener au casse-pipe non plus les gens. Est-ce qu'il y en a un certain nombre qui considèrent cette dimension polyculturelle et donc peut-être d'installation? On a un exemple de Noémie qui est installée sur une ferme collective. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a cette tendance-là qu'on voit dans les nouveaux installés ou pas? Quelle est ton analyse? Oui, effectivement, on a plutôt des projets de personnes qui sont soit en collectif, et donc chacun au sein du collectif va peut-être porter un type de culture ou de production particulier, ou si c'est à l'échelle d'une cellule individuelle ou familiale, le couple qui s'installe. On a beaucoup de personnes effectivement qui sont en ce qu'on appelle polyculture élevage, où on a des pratiques agronomiques vertueuses qui sont circulaires en quelque sorte. On peut réutiliser de la matière pour en produire une autre, etc. Juste une petite précision, nous on n'installe personne, c'est les gens eux-mêmes qui s'installent. Que c'est un tel parcours du combattant que on peut, et comme d'autres acteurs de l'agriculture alternative, les CIVAM, les ADR, tout un tas de sigles du milieu paysan, on apporte, on va dire, des solutions pour que les projets des personnes se réalisent, mais c'est bien elles et eux qui sont dans cette dynamique. Peut-être pour rebondir sur un aspect, c'est que pour avoir une souveraineté alimentaire à l'échelle d'un territoire local ou plus large, il faut plusieurs ingrédients. On a évoqué, il y a des questions éventuellement énergétiques, il y a des questions de biodiversité, de semences, donc si j'ai compris, on en parlera après. Donc il faut des humains, des producteurs et des productrices. Donc je l'évoquais tout à l'heure, le besoin de renouveler les générations, et avec un effondrement aussi du nombre de personnes qui produisent, de manière complémentaire aux outils développés par Grenier d'Abondance, et on est en train de s'associer pour faire territoire fertile, on en est très heureux. Donc on a un outil qui s'appelle Parcelle pour une agriculture résiliente, citoyenne et locale, qui permet de calculer finalement, quand on prend un territoire, il y a combien d'habitants et quelle est l'empreinte spatiale nécessaire et le nombre d'emplois nécessaires pour manger local et bio. Et en fait, on peut jouer avec les curseurs. Est-ce qu'on veut 100% local, 100% bio? On peut le faire à l'échelle d'une cantine scolaire et tout ça. Et ce qui est aussi intéressant à regarder, c'est à l'échelle de la France. Je vais rapidement globaliser. On a 26 millions d'hectares qui sont encore disponibles. Et petite parenthèse, chaque année, 50 000 hectares sont détruits, sont artificialisés. Donc, c'est-à-dire sortent du domaine agricole, du champ agricole, pour devenir des ronds-points, des routes, des lotissements, des hôpitaux, tout ce que vous voulez, éventuellement des tentatives d'aéroports à des endroits. Eh bien, à chaque hectare perdu, c'est autant de manquants pour nourrir localement la population. Et aujourd'hui, avec 26 millions d'hectares, on a suffisamment
pour demain manger bio et local. C'est la bonne nouvelle pour la France. Pour les autres pays, j'ai envie de dire, il faut qu'ils fassent leur propre travail et qu'il y ait des échanges respectueux, etc. Donc c'est possible, à une condition, il faut manger moitié moins de viande. Parce que dans l'assiette, l'empreinte spatiale de notre assiette, 80% des hectares agricoles sont destinés à l'élevage. Et donc si demain on veut manger 100% local et bio, là on n'a pas assez d'hectares, il nous en faudrait 40-45 millions. Et donc en mangeant moitié moins de viande, il nous resterait encore 8 millions d'hectares disponibles pour éventuellement exporter des produits que d'autres n'auraient pas. Et il y a des choses évidemment que nous ne pouvons pas produire, alors avec le dérèglement climatique à voir, mais pour l'instant qu'on ne peut pas produire. Donc il est possible de développer cette vision-là, mais aujourd'hui, effectivement, on a un ministère qui, dans la langue orwellienne de Macron, détourne les concepts. C'est quand même assez terrible, et moi ça me donne la chair de poule quand j'y pense. Jusqu'à là, je ne pensais pas qu'on pouvait récupérer des concepts altermondialistes pour les mettre au fronton du ministère à Paris. Eh bien, on affiche effectivement, donc là c'est les injonctions contradictoires qui étaient évoquées tout à l'heure, on affiche la souveraineté alimentaire, mais dans les faits, on encourage les exportations. 40% des terres en France sont destinées à l'exportation. Et donc on se retrouve avec ce que Noé disait, un légume sur deux est importé, alors qu'on a largement la capacité à produire 100% de nos fruits et légumes. Et on a, selon les territoires, effectivement, une capacité, enfin aujourd'hui, des filières qui sont mises en place, qui sont un petit peu sclérosantes, parce qu'il y a une certaine inertie. Quand on a tellement spécialisé un territoire, c'est difficile de revenir en arrière. Et donc, pour moi, il est important de ne pas pointer du doigt les agriculteurs et agricultrices aujourd'hui en place, qui sont plus des victimes du système. Il y a toujours une lecture, moi, que je conseille à tout un chacun qui veut avoir une entrée et pertinente et politique et à peu près complète du sujet. C'est un livre qui a été écrit courant 2020 pendant le Covid par l'Atelier Paysan, qui fête ce week-end d'ailleurs ses 15 ans, Reprendre la terre aux machines. Dans ce livre, je trouve assez bien décrit comment le système a pu se mettre en place et comment les agriculteurs et agricultrices sont, eux et elles-mêmes, devenus victimes de ce système. Et il me semble que, par certaines mesures, il faudrait pouvoir les rendre plus libres de faire des choix, par exemple, des moratoires sur leur endettement, quand ils souhaitent évoluer, faire leur conversion, parce qu'effectivement, il y a une baisse de rendement, le label bio n'est pas tout de suite obtenu, et on sait que quand une terre a été sous perfusion pendant des années et des années, en fait, elle est quasi morte. Si on enlève la perfusion donc d'engrais, des pesticides et tout ça, et donc on a une baisse de revenus, donc de production, donc de revenus, eh bien ce serait envisageable. Quand on est endetté, on ne peut pas prendre ces risques-là, en quelque sorte. Donc il y aurait des moyens de facilité pour effectivement développer et de donner les conditions d'autonomie, pas que au niveau du pays, mais en fait au niveau de chaque ferme. Et ça me semble assez fondamental quand on veut parler de souveraineté alimentaire. Le temps passe, forcément. On ne peut pas ne pas parler de ce qui se passe avec la loi d'orientation agricole. Je suis désolée, on va être obligé d'y passer. Donc il y a eu 2 semaines et demie, je crois, de discussion au Parlement, à l'Assemblée nationale. Ouais. Et donc là, c'est parti au Sénat. Peut-être nous dire ce que nous prévoit la loi d'orientation agricole d'un point de vue souveraineté alimentaire. J'imagine que chacun d'entre vous a suivi plus ou moins les échanges. Jacques, tu veux Noé Juste pour rebondir et faire du lien peut-être avec la question, mais je pense qu'il faut... je suis d'accord avec l'importance de ne pas rendre responsable tout agriculteur, etc. Mais je pense aussi qu'il faut voir que certains s'en tirent très bien et que le système est aussi construit d'une certaine manière, que certains s'y retrouvent très bien aussi. Et voilà, je trouve que... Parce que, par exemple... la crise agricole a bien montré comment, à partir d'une mobilisation qui partait sur notamment des questions réglementaires, mais aussi et beaucoup des questions de revenus, on a eu un retournement quand même spectaculaire sur la manière dont finalement on fait sauter tout un tas de réglementations. Et là, on parle du plan éco-phyto, je pense qu'il faut... On parle par exemple du plan éco-phyto. Il y a plan éco-phyto, etc. Et on pourrait, je suis d'accord avec ce besoin d'autonomie à l'échelle des fermes,
mais c'est pas un droit à faire tout ce qu'on veut en fait. Et ce serait contradictoire avec ce que j'essayais de dire tout à l'heure sur un besoin de plus de régulation aussi. Et du coup, le problème, c'est que on voit bien là et ce que tu disais aussi sur la façon dont peuvent être dévoyés des concepts et réutilisés et utilisés pour l'inverse de ce qu'ils étaient conçus. La résilience alimentaire est un très bon exemple aussi. Hein, c'est un terme qui a été bien dévoyé. Et donc c'est là où c'est délicat en fait, parce que il y a une capacité à faire retourner des mobilisations et à obtenir alors du coup sur le réglementaire éco-phyto, etc., finalement des reculs qui sont préoccupants pour des questions environnementales et même du changement de pratique agricole qui est aussi important, quoi. Donc c'était juste pour amener cette nuance là. Peut-être sur la loi agricole, la loi d'orientation agricole, et pour rebondir là-dessus, c'est que, en fait, ce qui s'est passé, c'est intéressant. Il y a un an, quand a commencé, enfin peut-être même un peu plus, tu as peut-être suivi un peu plus longtemps que moi, ce projet de nouvelle loi d'orientation agricole, puisqu'il y en a régulièrement, l'enjeu, c'était le renouvellement des générations. C'était l'installation. C'était une loi sur l'installation et la transmission. Et en fait, c'était vide. Et on voyait que Fesneau ne voulait rien déclarer. Il voulait même pas donner d'objectif de nombre d'installés, etc. Enfin, c'était sachant qu'on peut rappeler que 50% des paysans sont à l'âge de partir à la retraite à l'horizon 2030. Voilà. C'est ça l'enjeu. Donc il faut renouveler la moitié des paysans dans les quelques années qui viennent. Et en fait, Fesneau voulait rien faire là-dessus, quoi. Et j'ai l'impression que les mobilisations de l'hiver ont finalement donné un prétexte pour trouver quoi mettre dans la loi. C'est-à-dire le sabotage de la protection de l'environnement, le sabotage de la transition agroécologique qui était poussé par la FNSEA et donc le syndicat majoritaire productiviste et qui était voulu par le gouvernement. Et en fait, il n'y a pas vraiment de lien. Mais moi, j'ai la conviction, j'ai une petite... naturellement, j'ai tendance à écouter, je pense, un petit peu le ressenti d'un groupe humain, parce que j'ai été formé à ça, puisque je suis aussi anthropologue, ethnologue, et ça me frappe aujourd'hui à quel point dans le monde paysan, il y a une terreur du dérèglement climatique. Mais ils ne le disent jamais spontanément. Mais chaque fois que j'en parle avec des paysans, ils me disent « Ouais, en fait, c'est vrai ». J'utilise vraiment le mot de terreur. Et c'est ça qu'ils ont voulu exprimer il y a quelques mois. C'est que le dérèglement climatique modifie complètement leurs conditions de production à un rythme qu'on n'avait même pas prévu. Moi, ça fait 10 ans que j'en parle. Enfin, ça fait 10 ans que je considère que ça doit être au cœur de la réflexion agricole. Ça fait encore plus longtemps qu'on en parle, évidemment, dans nos milieux. Et je ne pensais pas que ça irait aussi vite. C'est-à-dire que là, depuis 2-3 ans, c'est en train de basculer. On était à une année problématique tous les 3 ans, tous les 5 ans. Maintenant, on est à une année problématique tous les ans. Enfin, dans certaines productions. Donc, comment est-ce qu'on fait pour rattraper ? Les agriculteurs ont toujours rattrapé sur 3 ans, 5 ans, 10 ans une mauvaise année. Mais là, comment on fait ? Et ils ne savent même pas quelles vont être leurs conditions techniques de production dans les années qui viennent. Et en fait, la LOA, la loi d'orientation agricole, donne pas du tout de réponse à ça. C'est-à-dire qu'elle va encore plus loin dans l'aberration de libéraliser, de déréglementer, donc faciliter l'implantation de bassines pour irriguer. On va dire, ah bah oui, ça répond au manque d'eau, n'est-ce pas, d'irriguer, etc. Alors qu'en fait, si on veut vraiment parler de souveraineté alimentaire, ce que portent tous les mouvements qui travaillent là-dessus, mouvements paysans, mais aussi de scientifiques, d'hydrogéologues, d'agronomes, etc., c'est que sur la question de l'eau, pour parler que de ça, il y aurait beaucoup d'autres sujets, mais je vais me focaliser là-dessus. Sur la question de l'eau en agriculture, il y a 2 choses fondamentales à faire. La première, c'est que le meilleur endroit pour stocker l'eau en agriculture, depuis que l'agriculture est inventée, c'est même pas les nappes phréatiques, parce qu'en plus il y a des régions où il n'y en a pas, c'est la réserve utile du sol. C'est-à-dire c'est dans le sol agricole, la partie vraiment du sol, bien avant qu'on descende dans la nappe, il y a la possibilité de stocker de l'eau. Et ce qu'on appelle la réserve utile. Mais cette eau qui va être stockée en hiver et utilisée au printemps par les cultures, elle ne peut être stockée qu'à condition que, 1, elle s'infiltre, et 2, elle reste. Pour s'infiltrer, il faut que le sol soit bien structuré. La monoculture, c'est une abomination. Les tracteurs très lourds, les grandes parcelles avec ruissellement, c'est une abomination. Ce qu'il faut, c'est polyculture élevage, c'est des haies, et c'est une grande diversité de cultures qui se succèdent, et même, si possible, en même temps. Et là, on va avoir des sols bien structurés. En plus, avec les haies, ça s'infiltre au niveau des haies, etc.
Et puis l'autre aspect, c'est d'avoir le stockage une fois que ça s'est infiltré. Et ça, c'est la matière organique, l'humus qui nous est si cher. Et pour ça, c'est à peu près les mêmes conditions qui vont aboutir à ce qui est de la matière organique. Et donc, ça, c'est l'aspect déjà, comment avoir de l'eau à disposition au printemps. Alors, ouais, mais le maïs, il pousse en été. Eh bien, on arrête le maïs. Quand certains disent, ouais, le maïs a besoin de moins d'eau, 1 kilo de maïs a besoin de moins d'eau qu'un kilo de blé. Mais on s'en fout. La question, c'est à quel moment est-ce qu'il a besoin d'eau? Le blé, il a besoin d'eau à un moment où il y en a. Donc on n'a pas besoin d'irriguer. Le maïs, il a besoin d'eau à un moment où il n'y en a pas. Donc on arrête le maïs dans les régions où il ne pleut pas assez, point. Il faut arrêter de faire n'importe quoi. Parce que même avec la réserve utile des sols, on ne pourra jamais faire du maïs, parce qu'il n'y a plus d'eau dans la réserve utile des sols en juillet. Donc voilà. Et puis l'autre aspect, j'avance quand même parce qu'il faut aller vite, l'autre aspect, c'est la sélection des plantes. Je précise que je suis un des fondateurs du réseau Semences Paysannes, donc je connais bien le sujet. Si on veut adapter les cultures au dérèglement climatique, c'est pas par des OGM. Suivez bien, il y a tout un débat européen en ce moment sur les nouveaux OGM, les nouvelles techniques génomiques, c'est comme ça qu'ils appellent ça, qui sont non plus de la transgénèse, mais qui sont de la mutagénèse ou les ciseaux moléculaires, disons, pour résumer, ce qu'on appelle la cisgénèse, des ciseaux moléculaires qui vont aller modifier des gènes à l'intérieur des cellules. Mais ça reste des OGM. La Cour de justice de l'Union européenne, en 2018, a bien statué, c'est pas parce que c'est pas de la transgénèse que c'est pas des OGM. Et en fait, aujourd'hui, les grands industriels de la sélection et de l'agroalimentaire, et des pesticides, parce que c'est les mêmes que la sélection, veulent déréguler ces nouveaux OGM, donc veulent les sortir du champ des OGM et faire une nouvelle règle spécifique. Et en fait, c'est absurde. On n'adaptera pas les cultures au dérèglement climatique par une vue de l'esprit en laboratoire, par un modèle mathématique en laboratoire. On adaptera les cultures au dérèglement climatique par une coévolution des plantes avec leur milieu. C'est ça les semences paysannes. Comme ce qu'on a fait pendant des siècles et des siècles. Voilà, tout à fait. Ce que les paysans ont fait pendant 10 000 ans, on adaptait les plantes au milieu, alors que maintenant, le cœur de l'agriculture conventionnelle, c'est d'adapter le milieu aux plantes. On a construit des plantes de façon théorique, et pour qu'elles donnent des bons rendements, on est obligé d'adapter le milieu en apportant de l'eau par l'irrigation, en mettant des engrais, en mettant des pesticides, etc. Et donc, si on veut revenir à des pratiques agricoles qui adaptent les plantes au milieu, il faut travailler profondément sur la sélection en remettant en route la sélection paysanne. Et pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, juste préciser, la sélection paysanne, c'est pas une nostalgie de l'ancien. Hein. Pas parce que c'est ancien que c'est meilleur. C'est juste qu'on va chercher les semences anciennes parce que c'est les seules qui n'ont pas perdu leur capacité évolutive, puisque les semences du catalogue européen sont stabilisées, donc n'ont plus de capacité évolutive. Donc on va chercher les semences anciennes parce qu'elles sont évolutives, mais on ne va pas les refaire comme il y a 100 ans. Hein. Quand on va chercher une semence qui était cultivée dans un coin de France il y a 100 ans, c'est pas pour la cultiver comme il y a 100 ans. C'est pour la faire évoluer au monde et l'adapter au monde d'aujourd'hui. C'est vraiment très important. La sélection paysanne, c'est pas une sélection revenant à l'ancien. C'est une sélection adaptative et évolutive constamment avec le dérèglement climatique. Et pour refaire le lien avec un élément dont on parlait, et j'ai perdu le fil en disant ça, donc je ne vais pas faire le lien, c'est pas grave, parce que j'avais une très bonne idée de lien. On va et pas je l'ai tarder à perdu. nous couper le micro de toute manière. Je propose qu'on conclue sur un truc un peu positif, parce que voilà, on est quand même bien plombé par cet avenir. Attends, je peux juste Vas-y, disais, ça y est, tu quand même, reviens. parce que c'est important, c'est que on peut pas demander à chaque paysan de faire de la sélection, on peut pas demander à chaque paysan d'avoir toutes les compétences, et c'est là où on rejoint la question des installations collectives. Je pense qu'aujourd'hui, c'est fondamental qu'on sorte de l'idée de la ferme patrimoniale, mari, femme, enfant, etc. Et que si on veut avoir des systèmes qui sont effectivement polyculture élevage, avec des multiples compétences qui se complètent, tout ce qui est collectif est super important. Et je trouve que c'est intéressant de voir que ça monte aujourd'hui, ça. Merci Jacques. Peut-être juste nous dire 2 mots de Territoire Fertile, puisque ça vient juste de sortir. C'est vrai, j'avais oublié que... Donc, en version condensée. Condensée, ok, waouh. Territoire Fertile, donc c'est une application qui est en cours de développement, avec plusieurs partenaires. Donc les Greniers d'Abondance coordonnent le mouvement avec donc Terre de Liens qui est ici, la FNAB et le BASIC qui est un bureau d'études. Fédération nationale de l'agriculture biologique. Pardon, oui, je suis terrible avec les acronymes. Et le BASIC avait développé avec Terre de Liens et les bio parcelles dont a parlé Benjamin. Et du coup, Territoire Fertile, l'idée, c'est de s'appuyer sur Parcelle d'une part et sur Cratère, qui est une application statistique développée aussi par les Greniers d'Abondance, pour vous permettre
en tapant le nom de votre commune ou de votre territoire, d'avoir un aperçu finalement de l'état, de la situation du système alimentaire à partir de différents points de vue, indicateurs. Donc avec une approche qu'on dit systémique, pour bien faire comprendre les interactions et les interrelations qu'il y a entre la ressource en eau, son usage sur le territoire, l'autonomie énergétique des fermes, les types de production, etc. On regarde également si, effectivement, à partir du foncier disponible, ça a été expliqué, on pourrait potentiellement nourrir ou pas la population. Et ça invite à se demander finalement quelles sont les dépendances localement qui existent de notre système pour nous nourrir et comment on peut réduire ces dépendances ou passer de dépendances subies à des dépendances choisies, puisqu'on ne peut pas effectivement tout faire comme ça a été dit et que des fois il vaut mieux travailler avec un territoire voisin qui a un super outil par exemple pour transformer les céréales en farine que de créer son propre outil. Donc il faut avoir une certaine logique aussi. Et territoire fertile, donc s'adresse à la fois aux agents. C'est au pluriel. Hein, territoire fertile au pluriel. Mince, j'ai pas noté le. Territoire fertile au pluriel.fr, je pense. Ouais. Et donc ça s'adresse aux agents territoriaux, aux élus et au plus grand nombre pour aussi vous donner des arguments et du récit, pas du récit, mais des éléments pour aller voir votre voisin, votre élu, etc., pour en parler en fait. Donc voilà, je vous invite à y aller. C'est en cours de développement, il y a une adresse pour faire des retours. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur le site. C'est plutôt fait pour être dynamique et évolutif. Il y aura des actualisations régulières, etc. Et simplement un dernier mot, désolé, mais comme ça je clôture après ma prise de parole, mais sur la loi, la PLOA, qui effectivement à la base est une loi d'avenir pour l'agriculture avec cet objectif de comment on fait pour remplacer, transmettre ces fermes et installer des agriculteurs. Et là, je prendrai ma casquette ADR, donc une association qui accompagne et aide au développement, donc à l'installation agricole dans les territoires. C'est terrible de voir qu'en fait, ça ne va pas du tout dans le bon sens, notamment un sens qui demanderait plus de pluralité dans l'accompagnement pour au moins permettre aux porteurs de projets d'avoir une diversité de modèles dans la façon de s'installer. Parce qu'en fait, dans la période de l'installation, mais aussi de la formation, c'est des périodes qui formatent et amènent plutôt vers un certain type de modèle, notamment via des aides comme la DGIA, qui est la dotation jeune agriculteur. Et c'est très problématique de voir que cette loi n'a pas du tout été vers l'intégration d'une pluralité dans l'accompagnement et le parcours à l'installation, mais bien au contraire, vers un service unique, un guichet unique, qui va être aux mains d'un certain type d'acteur, qui va promouvoir donc son modèle. Et ça, je pense que c'est très problématique, puisqu'on est dans un moment où il faut faire tout l'inverse. Et je vous invite, et je pense qu'on l'a bien montré pendant toute la discussion, le rôle des règles, des lois de l'État, des collectivités, de l'Europe. Il faut voter, il faut aller voter, et c'est le moment parce que c'est demain pour l'Europe. Et alors ça peut paraître un peu bateau de faire ça, mais je le fais avec beaucoup de conviction. Enfin, même si on peut remettre en question le système électoral, la façon dont ça fonctionne, le monde politique, et j'ai beaucoup de critiques vis-à-vis de ce système-là, mais je crois qu'il faut quand même voter, et c'est important parce que derrière, ça déboule sur tous ces lois, règlements, qui sont un pas en avant, 4 en arrière, quoi. Donc voilà, c'était mon mot de la fin. Merci beaucoup, Noé.